avez eu un peu moins d'un mois de présence maintenant à l'Université de Maurice, à la direction de l'Université de Maurice. Quels sont les axes dont la mise en œuvre vous semble réalisable sur le court terme et le moyen terme? Ça fait 3 semaines que je suis en poste. Dans les 7 axes, il y a 2 choses fondamentales qu'une université offre, c'est-à-dire l'enseignement d'un côté et la recherche de l'autre. Moi, je pense qu'on a été une université pendant 50 ans maintenant qui a fait ses preuves en matière d'enseignement. Et on offre 212 programmes à l'heure actuelle. Certains disent que nous ne sommes pas nécessairement en ligne, en phase avec donc, le pays. Il va falloir revoir tout ça. On a déjà commencé. Donc, il ne demeure que nous avons une force dans ce domaine-là. Nous sommes donc certainement l'université qui offre la plus grande donc variété de cours. Donc nous devons consolider tout ça. Hein. Donc certes, il va falloir peut-être diminuer le nombre de cours, mettre l'accent plus sur les cours, sur les programmes, donc allons dire donc de postgraduate, comme on dit, donc masters, bien ciblés, répondre aux besoins donc du pays en matière de formation à plus haut niveau. Mais là où je mets un peu plus d'accent aussi, c'est au niveau de la recherche. Je pense que c'est là où nous pouvons faire la différence avec les autres universités, parce que il faut maintenant donc reconnaître que le paysage de l'enseignement supérieur à Maurice a beaucoup changé depuis 5-10 dernières années, et nous devons nous positionner comme une université qui offre quelque chose de différent par rapport aux autres. Et là où je pense que nous avons une expérience où les autres n'ont pas, c'est bien en matière de recherche. C'est-à-dire qu'il faut intensifier nos efforts pour vraiment qu'on soit l'université, le centre à Maurice, incontournable pour accompagner Maurice dans son développement vers les hautes technologies, vers les industries de haute technologie, vers ce knowledge economy. Maurice peine à sortir de ce middle income trap. Et une des raisons, c'est que nous n'avons pas assez mis l'accent sur la production de la connaissance. Nous faisons de la diffusion de la connaissance, ça c'est l'enseignement, mais il nous faut mettre l'accent sur maintenant aussi la production de la connaissance, et non seulement de la connaissance qui vont finir dans des publications, il en faut, donc certes, ça c'est le moyen pour que l'université puisse grimper dans les échelons, dans le classement donc, des universités, mais il faut aussi que l'université puisse répondre aux besoins des industries, puisque l'innovation passe par l'industrie. Une de mes premières décisions a été de répondre à la tech sur un financement que la tech nous a donné pour la recherche, et leur dire, dès mon arrivée, comment on souhaite dépenser cet argent. C'est-à-dire, ce que nous avons fait, c'est très simple. Nous allons donner de l'argent au groupe de chercheurs à l'Université de Maurice sur des thématiques qui répondent aux besoins nationaux, de manière à ce qu'on puisse impacter beaucoup plus sur notre économie. Et ce faisant, nous allons nous démarquer par rapport à d'autres universités, celles venant du privé, ou alors d'autres universités dans le giron public. Vous n'êtes pas sans savoir que dès que quelqu'un de nouveau arrive, on cherche à comprendre, à voir, à toucher ce que cette personne-là fait de neuf, fait de nouveau, fait de bien. Donc par rapport à votre stratégie, à votre vision sur ce que sera et ce que doit être l'Université de Maurice, quels sont les résultats les plus visibles ou même les plus bénéfiques que vous entrevoyez dans le futur pas trop lointain pour les étudiants eux-mêmes, les 10 000 étudiants et quelques de l'Université de Maurice, et pour l'institution elle-même? Moi, je voudrais que ce campus qui est là donc, devienne un lieu sacré. Hein? Vous savez, je prends toujours l'exemple quand on va du côté du Grand Bassin. Que le campus a été maltraité ou disrespected jusqu'ici? Vous savez, quand je suis arrivé à l'université en 1995, je n'avais pas la même impression que j'avais avant de partir faire mes études en France, c'est-à-dire avant 1984. Quand j'étais passé à l'université, j'avais l'impression que c'était un lieu sacré. Quand vous arrivez dans un lieu sacré, vous ne parlez pas fort, vous essayez de vous adapter avec cet environnement, vous avez l'impression que c'est différent. Avec le temps, j'ai comme l'impression qu'on a perdu de ça.
je vois des choses ici qui se font, un manque de discipline dont je ne suis pas du tout donc d'accord, et j'essaye là d'amener de la discipline. Vous savez, quand vous regardez déjà, vous êtes dans la rue et vous vous dites, mais comment ça se fait qu'on a une double ligne jaune et tout le monde garde la voiture? On ne respecte pas les lois de la République. Donc, il faut que ça change. Et le changement, ça ne peut commencer que par nous-mêmes. C'est-à-dire, si on arrive à inculquer des valeurs à nos étudiants, ce serait déjà quelque chose de grand. Mais vous traiterez avec la génération qu'on appelle la génération Y, dont les valeurs ont complètement changé ou sont différentes de celles que vous-même, peut-être, vous avez à cœur. Et comment est-ce que vous conciliez le fait que, en fait, l'université parle maintenant à un auditoire de jeunes qui a d'autres aspirations, qui a d'autres manières de faire et à qui il ne faudrait pas dire de mon temps on faisait comme ça, de mon temps c'était comme ça, il faut respecter ça. Vous partez au Max Planck Institute à Heidelberg, en Allemagne. Est-ce que vous croyez que les gens n'ont pas les mêmes valeurs est-ce qu'ils n'ont pas évolué? Est-ce que ces gens qui sont là-bas, ils sont complètement différents? Est-ce qu'ils ne partagent pas d'autres valeurs que leurs aînés? Et néanmoins, quand vous allez au Max Planck Institute, vous sentez ce lieu sacré dont je suis en train de vous parler. Donc, je ne pense pas que je pense que la question de la discipline n'est pas une question de temps. C'est une question, on doit l'avoir en soi. C'est pas de dire que puisque le monde change, ça veut dire qu'on doit devenir nécessairement indiscipliné, anarchique. Donc il y a des règles, il faut respecter les règles. Et ce sont les règles de notre pays. On doit abide by the rules, comme on dit. Donc moi, je pense que c'est aussi les valeurs qu'on doit donner. Parce que si on n'inculque pas des valeurs, on vit, ensuite, on est surpris que ça se traduit dans la société, pas comme on l'aurait donc espéré. Donc, on doit lead by example. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que je ne vais pas peut-être faire des erreurs, mais il faudrait travailler dans un cadre. Pour répondre aussi à votre question, j'essaye de mettre en place, ce qu'on appelle un éco-campus. Ne serait-ce que de rendre le campus plus friendly, plus donc pedestrian. Vous voyez, ça va aider à changer un peu les choses. Hein. Les gens vont comprendre qu'ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi. Pas plus tard que hier, on avait les gens du trafic donc services, on avait les gens de la police de Mocha, on avait le RDA, pour la première fois, pour réfléchir ensemble à l'Université de Maurice, comment rendre ce trafic, comment rendre la circulation plus fluide. Vous savez, voilà, c'est par ce genre de choses, par la communication, par la discussion, que j'entends mener mon combat ici. Vous me dites aussi quelles sont les choses visibles. Je peux vous dire que, par exemple, on est en train de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur une base pilote. Ça répond à un impératif économique. C'est-à-dire il nous faut réduire notre coût d'électricité. Donc, on est en train d'agir sur tous les chantiers. Il n'y a pas une chose qu'on est en train de privilégier. Pendant très longtemps, les 21 arpents de terre que nous avons au niveau de notre ferme, ce qu'on appelle le farm chez nous, est resté en friche. Il nous faut quand même, là où nous avons besoin de plus, de mettre un peu plus l'accent sur tout ce qui est agrotechnologie, amener des idées nouvelles comme la biotechnologie, comme le biofarming. Donc, on peut faire des choses intéressantes. Il y a un plan qui a été donc structuré pour justement répondre donc à ce besoin de restructurer donc la ferme et à le rendre profitable. Donc, nous avons des impératifs, hein. Nous avons des valeurs inculquées, nous avons à être aussi profitables, avec des moyens de bord des fois, parce que nous avons à répondre à des impératifs sociaux. Donc, je réalise que ce n'est pas simple,
Mais vous savez, c'est ça le challenge, parce que s'il était question uniquement de signer des papiers et d'avoir l'impression qu'on est très puissant, ben, je pense que ça ne m'aurait pas intéressé. Des lecturers qui partent en voyage 2-3 semaines en pleine période de dissertation et qui créent un disruption dans le travail des étudiants, des lecturers qui enseignent aux élèves de master, mais dont l'utilisation un peu trop intempestive de notes pompées sur Wikipédia tend à se poser des questions sur leurs compétences et leurs aptitudes propres. Des climatiseurs un peu trop souvent en panne dans la bibliothèque, où les gens doivent passer des heures et parfois étudier dans des conditions un peu trop chaleureuses. Des étudiants qui vous disent finalement que le fait de ne pas payer 300 ou 400 000 roupies de tuition fees par an à l'université de Maurice, ça ne veut pas dire qu'eux n'ont pas droit à une éducation de qualité, à des infrastructures de qualité. Est-ce que vous leur répondez? Je dirais qu'ils ont raison. Je ne peux pas vous dire déjà, sur les gens qui partent en voyage, nous avons un mécanisme à l'université qui assure que à chaque fois qu'il y a un lecturer qui part en voyage, les coûts doivent au préalable avoir été donc assurés. Il y a ce mécanisme-là. Moi, quand ça arrive sur mon bureau, je n'approuverai jamais donc la visite à l'étranger d'une personne si cette personne n'a pas été recommandée par son chef de département, par son doyen de faculté ou par sa doyenne. Donc, il y a tout un mécanisme qui est en place. Donc, lorsque vous me dites quelque chose comme ça, ce ne sont pas des cas où j'ai vu donc fréquemment. Il se peut peut-être que dans un cas, ça soit arrivé. Mais à ce moment-là, on fait en sorte que tout soit respecté. C'est-à-dire, donc l'enseignant fait ses cours avant de partir, ou alors assurer qu'à son retour, tout va être fait bien avant les examens. Il y a un protocole. Donc, nous respectons autant que possible donc, ce protocole. Je vais être encore plus vigilant que vous me le rappelez maintenant pour donc m'assurer auprès des doyens et des chefs de département que nous éloignons pas de ces bonnes pratiques. Donc sur la climatisation, il y a des pannes, il y a des choses comme ça. Vous savez, nous sommes une université quand même vieillissante. Je vais vous surprendre. Si je vous disais que nous recevons peut-être un 12e du capital budget que nous demandons. Ça paraît énorme, mais vous savez, ça choque. Nous avons fait cette année-ci un gros effort au niveau de la tech pour leur dire qu'on ne peut pas fonctionner dans ces conditions-là. Donc, nous, on veut bien trouver des financements extérieurs, mais il y a un capital budget qu'il faut, ou alors qu'on nous donne donc la possibilité d'augmenter nos tuition fees. Et même là, si vous voulez, j'ai discuté avec l'Union des étudiants pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas leur offrir tout ce dont ils ont besoin avec des fees qui sont relativement faibles dans notre pays. On doit y investir un minimum quand même dans son éducation. Exactement, il faudrait comprendre, mais vous serez surpris que quand on explique aux étudiants donc le pourquoi de l'augmentation donc des frais d'enseignement, des frais d'enregistrement, ces gens-là comprennent. Et quand vous leur dites que tous ces gens qui avaient du mal ou alors qui rouspétaient contre l'augmentation des fees n'ont aucun problème pour aller payer 10 fois plus en Angleterre, pour aller faire donc un master. Il faut faire comprendre aux gens que tout cela a un coût. L'argument souvent c'est qu'on a une qualité d'enseignement et une qualité d'enseignant qui n'est pas comparable à ce qu'on reçoit ici. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui se posent des questions sur ceux qui assurent des cours, mais quand dans la pratique on les voit faire leurs lectures, quand on les voit perform, on se demande s'ils sont aptes effectivement à offrir un cours à des élèves de master à un niveau quand même élevé, et puis d'y arriver. Il peut y avoir des cas comme ça. Mais si vous voulez, dans l'ensemble, je pense que les enseignants offrent un cours digne de ce nom. En ce sens que, vous savez, nous avons quand même été la première institution à Maurice à passer le Quality Audit
en matière de teaching and learning. Le rapport qui avait été émis avait mis quand même l'Université Maurice, sur un niveau quand même relativement bon. Mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut pas améliorer. Par exemple, dans une des actions que j'ai mis dans ma stratégie, dans mon vision paper, je dis qu'on doit adopter la pratique des universités britanniques où, par exemple, il y a fréquemment dans les cours qu'offrent donc les enseignants quelqu'un, un membre du corps personnel qui peut venir assister à ces cours-là, du département donné, et qui doit donner son avis, pas nécessairement donc un audit, mais qui donne son avis sur la façon dont le cours, donc le message est en train d'être passé, le niveau du cours. Donc il y a fréquemment des visites dans des salles de cours, dans des amphithéâtres. C'est une pratique courante en Angleterre. Je voudrais venir de l'avant avec cette pratique-là. Je l'ai annoncé quand j'ai présenté ma vision devant tout le staff, académique et non académique. Donc c'est un moyen pour nous de pouvoir agir par la suite. Vous voyez, nous ne pouvons pas agir sur les on-dit. Il nous faut mettre des systèmes en place. Et quand les systèmes seront mis en place, pour davantage donc, de rigueur, davantage de qualité, à ce moment-là, on pourra prendre des actions. Mais encore une fois, je suis d'accord, je ne veux pas défendre et vous dire que non, je balaye d'un revers de la main tout ce que vous venez de me dire. Au contraire, moi je prends ça comme un challenge et de me dire la prochaine fois que je discuterai avec vous, peut-être qu'on aura résolu beaucoup de ces problèmes-là. Comment est-ce qu'on procède quand on est dans une situation financière aussi compliquée que celle-là? Quel est le challenge? Continuer à proposer de nouveaux cours, à recruter plus d'élèves, ou alors accepter qu'il faut ralentir la croissance, éventuellement diminuer les cours, right size comme on dirait en économie. Quel est le challenge? Quand j'ai parlé de 12 fois moins, j'ai bien parlé en termes de budget capital. Vous savez, notre budget, s'il y a un budget récurrent et un budget capital. Notre budget récurrent tourne autour de 700 millions et je parle de notre budget capital qui est différent. Donc notre budget capital tourne autour de ce qu'on reçoit à l'heure actuelle est autour de 21 millions. On aura besoin peut-être de 12 à 15 fois plus que ça. Voilà donc les chiffres. Là, il faut se restructurer, il faut penser autrement. C'est-à-dire quand on fait face à des difficultés financières, il faudrait se dire que l'apport de l'État est actuellement autour de 60%. Et nous générons à peu près 40% de notre revenu, il faudrait maintenant se dire, il faudra arriver à convaincre l'État déjà dans un premier temps que nous sommes un partenaire. Et c'est là l'idée que je veux amener. Ma stratégie est très simple. Il ne faudrait plus que l'on voit l'université comme étant un maillon entre le gouvernement et le secteur privé. C'est-à-dire quand on a besoin d'université, on fait appel donc à l'université. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que l'université, dans le modèle international de triple hélice, se positionne comme une force. On a le secteur public, le gouvernement, on a le secteur privé et on a l'université. Et ces trois institutions ou partenaires travaillent en étroite collaboration. Donc l'université, là, n'est plus vue comme un maillon, mais comme un partenaire et qui participe dans les grandes discussions. C'est comme ça qu'on arrivera à passer un autre cap. Du moins, c'est mon avis. Et à partir de là, on se dit il faut trouver des moyens. C'est-à-dire, on a des discussions avec l'université, avec le secteur public, ça c'est le gouvernement, mais il faudrait qu'on intensifie nos discussions avec le secteur privé. Il faudrait qu'on s'ouvre au secteur privé. Il y a beaucoup, je ne vais pas vous énumérer, toutes les choses qu'on est en train de mettre en place, les incubateurs, rendre notre UM Press un peu plus performant, amener des choses un peu dans une logique un peu de business aussi. On ne peut pas faire autrement. Si on se cantonne uniquement à dire nous allons dépendre de l'argent de l'État, on ne pourra pas donc progresser. Donc le modèle, c'est un modèle différent. Vous avez une idée de la part de revenus qui pourrait provenir d'autre chose que des dons, que des dotations budgétaires de l'État, que vous pourriez générer dans le moyen terme? On n'a pas une idée précise, on est en train de mettre en place un certain nombre de choses. On veut par exemple inciter nos chercheurs à aller dégoter un peu plus de financement ailleurs. Par exemple, il y a beaucoup de mécanismes dans notre pays pour venir en aide
à nos chercheurs. Donc on veut les aider, on veut les accompagner pour solliciter plus de financement, que ce soit de la part du MRC, que ce soit de la tech ou en allant vers les industriels, mais pas que au niveau national, au niveau international. En tant que chercheur, moi-même, je l'ai fait. Et tout ce qu'on va faire, c'est l'argent qu'on va amener pour aider le pays. Donc cet argent qui est à peu près 4% de notre budget en matière de recherche pourrait être injecté ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure de la ferme. On a un grand projet au niveau de la ferme. Maintenant, il faudrait trouver non seulement du parrainage, mais peut-être des accompagnateurs dans le privé pour faire bouger ce grand projet que nous avons. C'est pas uniquement une question de dire oui, on va générer tant d'argent, mais il faut en tous les cas faire en sorte que l'argent qu'on peut aller voir ailleurs, ben on en ramène beaucoup plus à l'université. Et il y a des moyens. C'est là où on sera ingénieux, où on sera créatif et on montrera vraiment notre capacité en tant que chercheur, en tant qu'enseignant-chercheur. On montrera notre différence et on se positionnera par rapport à d'autres. Mais un fait demeure, c'est que on ne pourra pas, dans l'état actuel des choses, inverser une situation où nous dépendons pour une grande part du financement de l'État. Ça sera difficilement envisageable, allons dire dans les 3-4 ans à venir, mais nous allons faire un gros effort pour montrer à l'État que pour notre développement, nous allons trouver nos moyens. Par exemple, lorsque vous parliez de comment nous allons faire, est-ce que nous allons diminuer le nombre de programmes? Certes, je vous l'ai dit donc au tout début, peut-être pas pour l'année 2017-2018, puisque nous avons déjà fait des offres pour 212 programmes, donc ce sera difficile de revenir en arrière, mais en tout cas, certainement pour les années futures, on est en train même là de réfléchir à comment diminuer tout ce qu'on paye en termes de overtime, ou en termes de extra teaching, comment est-ce qu'on peut augmenter les cohort size, faire des troncs communs. Il y a plusieurs idées qui sont en place. On est en train de mettre en place ce système de workload model, qui a duré pendant plus de 5 ans à l'université. On n'est jamais arrivé à mettre ça en place. En quelques semaines de ma présence ici, on a pris une décision pour aller de l'avant avec une phase pilote d'implémentation du workload model et venir... qui veut dire simplement que tout enseignant-chercheur à l'Université de Maurice doit assurer un certain nombre d'heures. Donc ce nombre d'heures est un nombre d'heures que dans la pratique universitaire, un peu partout dans le monde, donc on utilise ça, hein, c'est à peu près 1500 heures, peut-être un peu plus, et on va donc s'assurer que l'enseignant-chercheur à l'Université de Maurice comprenne bien que son engagement, c'est pas uniquement pour faire de l'enseignement, mais il a la responsabilité, et pas qu'il doit, s'il en a envie ou pas, mais il doit répondre à un engagement de recherche, un engagement administratif et un engagement de service communautaire, si vous voulez. Hein. Donc tout ça, ça fait partie de notre pacte, de notre engagement. Jusqu'à la fin du mois d'avril, on est en train de mettre en place un Research Assessment Exercise. C'est-à-dire, c'est une pratique aussi courante dans les universités britanniques où on évalue donc la recherche. Où nous en sommes? Quel est l'état de lieu? Où sont les secteurs où nous pouvons être plus performants? Où sont les secteurs où il faut qu'on mette un peu plus d'efforts? Donc tout ça, c'est par le Research Assessment Exercise. Et ça, c'est pas un exercice où nous disons que nous voulons le faire ou nous ne voulons pas le faire. C'est un exercice obligatoire. Au même titre qu'il y a plusieurs années, une dizaine d'années, nous avions fait le Teaching Audit. Donc, de la même manière, on va faire le Research Audit. Donc, vous voyez, des idées nouvelles qui sont en train de se mettre en place. Bon, il faut du temps. Je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on commencera à voir les premiers résultats tangibles. Alors, vous l'évoquiez un peu aussi en pointillé depuis le début, la mission de l'Université de Maurice qui consiste à
être un pourvoyeur de capital intellectuel dans le pays. Mais une des critiques qu'on entend par rapport à cette mission de pourvoyeur de capital intellectuel, c'est que l'Université de Maurice, certes, fait dans la quantité, c'est la plus grosse université du pays, qui produit le plus de diplômés dans le pays, mais la qualité et la pertinence de l'enseignement, du produit fini, de l'élève formé, n'est pas nécessairement au rendez-vous. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les diplômés qui sortent de l'Université de Maurice sont des diplômés dont les compétences sont des compétences pertinentes et de qualité pour que, bien évidemment, le produit final, le but final est soit de fonder son entreprise, soit de trouver un emploi rémunérateur. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce domaine? Alors, les reproches qui sont faits à l'Université de Maurice, c'est de s'engager dans un enseignement un peu trop théorique. Alors, pour pallier à ça, les idées que nous avons, c'est d'aller encore plus vers le privé, d'inciter nos étudiants à s'engager plus dans les stages, ou mettre ça dans nos formations, c'est-à-dire tout étudiant, dans la mesure du possible, aura à faire un stage dans l'industrie de manière à avoir une idée de comment ils peuvent traduire tout ce qu'ils ont tout ce qu'ils ont appris, traduire donc dans la pratique. Ça, c'est une chose. On reproche aussi à nos étudiants de ne pas communiquer, de ne pas savoir se présenter correctement, ou de ne pas ou avoir du mal à répondre à des entretiens ou à des interviews. Alors pour cela, c'est ce que je vous ai dit au début, nous essayons de mettre en place des communication skill modules où nous allons inculquer à nos étudiants un certain nombre donc de ces choses importantes et bon, les rendre un peu plus donc performants. À nos étudiants qui sont des adultes, il faudrait aussi que vous preniez en main. Très souvent, vous savez, dans des entretiens ou dans la façon dont on se présente, il y a aussi un peu de soi. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'on l'on fasse tout pour que l'université doit vous former et doit vous créer votre personnalité. C'est un peu inculquer aux gens qu'il y a un travail personnel aussi à faire. Peut-être, pourquoi pas, dans le cursus, amener encore plus de présentations, de choses un peu plus orales, et plus adapté à ce que l'entreprise recherche. Donc, il y a un certain nombre de choses que l'on va faire, accompagner tout cela avec tout ce qu'on a développé au début, c'est-à-dire une rigueur dans notre enseignement, c'est-à-dire utiliser ce qu'on a développé en recherche pour enrichir notre enseignement. C'est ça le fondement de notre université. Une université ne peut pas fonctionner uniquement aller prendre un cours sur donc Internet et donc le recopier. Si c'est le cas, on n'a qu'à rentrer sur MIT, on a tous les cours, quoi. Donc, il y a aussi, vous savez, très souvent, dans les cours, il y a aussi un côté théâtral. Quand on arrive dans une salle de cours, tout d'un coup on est transformé en un acteur et on essaye en fonction de l'audience qu'on a en face de nous, de sortir les moyens pour faire passer un message. Et je pense que le lecturer a toujours ce rôle très important à jouer. Et je crois que c'est ça qui fait la différence. En sont-ils conscients? Vous sentez qu'ils en sont suffisamment conscients? Vous savez, je pense qu'ils en sont. Tout enseignant-chercheur qui est recruté à l'Université de Maurice doit passer obligatoirement, pendant les 2 premières années de probation, doit passer des induction modules sur teaching and learning. Et ces induction modules ont été au départ mis en place avec l'aide des universités sud-africaines. Pretoria, donc en l'occurrence. Donc nous ne faisons pas au petit bonheur. Ces gens-là, quand ils passent ces modules-là, ils ont été amenés à réfléchir sur comment l'enseignement doit se faire, quelles sont les techniques qu'on utilise pour faire l'enseignement. Nous encourageons les gens à aller vers encore plus de e-learning. Donc, il y a beaucoup de cours sur le e-mode à l'Université de Maurice ou sur le blended mode. Vous savez, c'est un peu facile aussi d'émettre donc des critiques quand les gens ne savent pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Alors, c'est très facile, les gens vous disent « ouais, c'est comme ça ». Mais allez voir dans combien d'universités autour de nous, à Maurice, vous avez des induction modules. Je serais bien content qu'on me dise dans combien d'universités autour de nous, publiques et privées,
on a ces induction modules. L'Université de Maurice a mis ça en place depuis, pas depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais depuis une dizaine d'années. Il y a un nombre plus important de personnes qui sont disposées, qui sont susceptibles d'investir de l'argent dans l'éducation de leurs enfants. Certains essaient de le faire pour les envoyer à l'étranger, d'autres n'ont pas ces moyens-là, mais ont néanmoins une somme d'argent à dépenser tous les ans probablement dans l'éducation de leurs enfants. Et comme vous l'évoquez, durant les 5-6 dernières années, il y a un nombre d'institutions privées qui ont vu le jour et qui connaissent un certain essor. Pendant du jour, en 2017 et les années à venir, quelle est la pertinence, quel est le positionnement de l'Université de Maurice par rapport à ces institutions privées, surtout, mais aussi peut-être par rapport à ces autres institutions publiques, aussi d'enseignement supérieur, qui naissent dans le pays? Pourquoi quelqu'un qui est en train de regarder cette émission, pourquoi est-ce que cette personne devrait avoir en tête l'idée de se former à l'Université de Maurice en priorité et non pas ailleurs? C'est une question, je dirais, complexe, mais à la fois aussi simple à répondre, en ce sens que moi j'ai toujours défendu l'idée que l'Université de Maurice ne pourra jamais répondre à toute la demande. Si on est d'accord avec ça, ben, c'est clair qu'on est d'accord à ce qu'il y ait d'autres universités qui trouvent leur place dans le giron. Bon, maintenant, il y a des universités dans le public. Alors, on a là déjà donc à partir de ce matin une première réunion avec la Tertiary Education Commission de concert avec le ministère pour essayer d'amener une harmonisation au niveau des institutions du public. Une harmonisation sur plusieurs niveaux, sur l'enseignement, sur la recherche, sur le sharing de nos ressources, sur beaucoup plus aussi donc sur les politiques qui vont être mises en place, c'est-à-dire que chacun fasse pas de son côté, voilà, donc sa petite cuisine, et on essaye d'harmoniser. Nous allons maintenant avoir une réunion mensuelle, approfondir et bien évidemment arriver à nous concorder. L'idée, c'est de ne pas nous-mêmes nous faire de la concurrence. L'idée, c'est de ne pas offrir des choses quand ça existe déjà. L'idée, c'est de chacun de bien définir sa vision. L'Université de Maurice voudrait mettre beaucoup plus d'accent, après 50 ans d'investissement en enseignement, en allant dans les années 90 vers plus de recherche. Nous pensons que maintenant nous pouvons passer à encore plus de recherche, c'est-à-dire avoir une université qui est un peu plus ce qu'on appelle research intensive. Il y a peut-être des universités récentes qui vont mettre plus d'accent sur l'enseignement jusqu'à arriver à un certain niveau. Donc chacun aura... Donc on n'est pas compétiteurs en ce sens. Nos compétiteurs sont ceux du privé, avec des moyens énorme. Là, il faudra vraiment être ingénieux pour nous maintenant aussi offrir des enseignements bien ciblés qui répondent aux besoins de notre pays. Et encore une fois, l'Université de Maurice, je le répète, la différence par rapport aux universités du privé sera sur notre capacité à produire de la recherche. Parce que les étudiants qui viendront chez nous auront la possibilité aussi de poursuivre en recherche au plus haut niveau, vers un PhD. Si on arrive à mettre en place ou intensifier nos collaborations avec des industriels vous savez, nous avons ici des facilités en matière d'équipement qu'aucune autre institution ne pourra avoir ou même n'envisagera pas d'avoir dans les 2, 3, 5 ans à venir, parce qu'il faudra du temps. On a la chance d'avoir ça. Donc on va profiter de tout ça. Donc on va s'ouvrir, on va essayer de convaincre aussi. Une autre façon de convaincre le public aussi, c'est d'aller vers eux. Vous savez, dans nos tâches universitaires, il n'y a pas que l'enseignement à la recherche. Je suis en train de mettre un accent très très fort sur ce qu'on appelle le community life. On voudrait aussi
faire comprendre ou alors dire aux gens que nous allons vous aider, nous allons vous accompagner dans des domaines sociaux à faire une idée. Je le dis là, qu'on a porté l'année dernière lorsque j'étais au Center for Biomedical and Biomaterials Research, CBBR. L'idée, c'était l'idée de porter un Cancer Alliance. Je prends cette idée-là comme une idée phare. Je voudrais que l'université s'engage et arrive à travailler. On a déjà eu plusieurs réunions avec les ONG, avec le privé, avec le ministère, avec les techniciens, avec les consultants dans le domaine donc, du cancer. Tous ces gens-là étaient autour d'une table. On a émis un plan d'action et on voudrait que l'université porte ça. On voudrait que notre présence dans la société mauricienne soit bien ancrée. Et puis, une université qui va prodiguer des valeurs humaines, qui va prodiguer des valeurs telles que la discipline, fera qu'on fera une différence. Vous savez, ça paraît théorique tout ça, mais tout ça, ça fait partie d'une vision qu'il va falloir maintenant déployer dans les jours et les mois à venir. Vous êtes à l'Université de Maurice depuis de nombreuses années, presque deux décennies en fait. Vous avez vu défiler des vice-chanceliers, vous en avez vu défiler à un rythme effréné par moment. Je pense que vous avez vous-même témoigné de l'influence parfois néfaste de l'interventionnisme politique à l'Université de Maurice. Vous êtes à ce poste, dans ce hot seat, comme diraient d'autres. Comment est-ce que vous allez faire pour ne pas trop vous laisser influencer ou happer par la politique à l'Université de Maurice qui est très présente? Je ne sais pas, est-ce que j'ai eu de la chance dans les 3 dernières semaines de n'avoir aucune sollicitation de la part donc, des politiques à Maurice. La ministre que j'ai rencontrée, qui m'a assuré de l'absence d'aucune intervention dans les affaires de l'Université de Maurice est très sincère. Et je n'ai aucune raison donc d'en douter. Moi, je suis pour un partenariat. On aura tout intérêt à ce que l'Université de Maurice puisse fonctionner en autonomie vous savez, hier, j'ai eu mon premier conseil. J'ai pu voir dans ce premier conseil combien on était réellement autonome. Je n'ai ressenti aucune pression d'aucun membre qui viennent des ministères ou bien d'ailleurs influencer aucune décision. Je puis vous l'assurer. La préparation des dossiers et l'investissement dans le travail, la maîtrise de ces dossiers pour les défendre donc par la suite est capital. Donc moi je pense que quand les idées sont claires, quand les objectifs sont clairs, quand les gens ont compris, et c'est la raison pour laquelle j'ai été d'accord pour faire cet entretien avec vous, c'est aussi pour pouvoir expliquer aux gens que maintenant on fonctionne différemment et qu'il va falloir nous laisser fonctionner, voir comment ça évolue et à ce moment-là donc agir. Donc on a des idées. Il ne faut pas intervenir dans ce processus qui a été enclenché pour l'instant. On prendra acte d'ici une année. Mais l'Université de Maurice est également connue pour être un champ de bataille, de guerre de clans, de camps en permanence. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que l'Université de Maurice, vous parliez un peu plus tôt de redonner sa dimension sacrée à l'université, comment est-ce que vous allez redonner sa dimension de paix à l'université, de paix entre teaching, non-teaching staff, entre camps, entre clans au sein de l'université? Vous ne l'avez peut-être pas donc remarqué en arrivant à mon bureau, mais la paix règne. Il y a une paix, c'est assez serein. Dans les 3 dernières semaines, on n'a pas vu d'articles donc négatifs comme on en voit souvent sur l'Université de Maurice dans les journaux. J'espère que dorénavant on verra que du positif. Comment ça s'est passé? Je crois que je bénéficie d'un feel-good factor. Par des décisions que j'ai prises dès mon arrivée, j'ai fait comprendre aux gens, pour la première fois dans son histoire, un vice-chancelier est arrivé dès sa prise de fonction, le premier jour, le 13 mars, j'ai présenté ma vision à tout le staff.
je crois que ça a été un exercice de communication pour leur montrer qu'on veut faire les choses dans la transparence. Je ne peux pas, moi, mettre une vision en place si je n'ai pas l'appui de tout le personnel. J'ai rencontré toutes les unions, étudiants, techniciens, academic staff, non-academic staff, on a rencontré tout le monde. Donc, en rencontrant les gens, en leur expliquant de manière un peu plus donc personnalisée ce que vous souhaitez faire et en leur faisant comprendre qu'il y a des choses qui vont se faire, il y a des réformes à apporter et que c'est pour le bienfait de l'université et que moi je ne travaille pas pour moi, je n'ai rien à gagner. Je crois que ma carrière, comme disait souvent un de mes amis proches qui me disait ma carrière est derrière moi, je n'ai pas grand chose donc à démontrer, sinon que d'apporter mon expérience à cette université. Peut-être que tout ça fait que les gens, sincèrement, comprennent qu'il y a des choses qui vont changer. Par des actions qu'on a prises déjà, vous dire qu'on a amené un peu de sérénité dans le chaos qui est un peu donc régné autour de notre université. Tout ça fait que les gens ressentent quelque chose. C'est pour ça que je vous parlais de feel good factor. Et peut-être que j'ai pu faire ce que d'autres n'avaient pas réussi, à amener un peu les gens à parler ensemble. Restaurer donc une communication qu'on avait perdue. L'équipe là pour l'instant est en train de fonctionner. J'ai l'appui donc aussi donc du personnel de l'université. J'ai mis en place par exemple une série de conférences donc mensuelles pour les non-academic staff. C'est un terme que j'aime pas du tout. Donc appelons-le support staff si vous voulez. Mais pas que pour eux. Mais on a 650 de ces personnes-là. Enfin plus de 650, presque autour de 700 maintenant. Mais qui travaillent énormément et qui n'ont pas la possibilité de participer vraiment à la vie économique de notre université aussi. Et à la vie culturelle, à la vie donc sociale de notre université. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et je ressens la motivation donc de ces gens-là qui voient peut-être un autre avenir, qui se sentent motivés. Et voilà, c'est comme ça qu'on entend, qu'on entend faire. Vous savez, j'essaye d'amener peut-être une façon de gérer cette université sans peut-être la grosse tête, mais en étant ferme sur les idées. On va défendre des idées dans la concertation, mais on n'a pas le choix. Il va falloir évoluer différemment. Donc, tout ce qu'on va donner, on est dans un win-win. On ne fait pas donc du mécénat dans ce monde. Encore une fois, le monde a changé. Donc, on ne fait pas du mécénat. Il faudrait qu'on soit toujours dans un win-win. Et c'est comme ça que je vois les choses. Je fais face à la réalité. J'essaie d'être pragmatique et en alliant toutes les forces, toutes les caractéristiques, toutes les valeurs qu'il faut pour faire marcher. Je ne sais pas si ça réussira. Vous me direz dans 3 ans si je subis ou non le même sort que les autres.